Mesdames et messieurs, les enseignants, les chercheurs, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les étudiants, chers collègues de l'Institut, monsieur le directeur de l'Institut, voilà, je n'irai pas plus loin, chers amis, amis de l'Institut français de Grèce, au nom du directeur de l'Institut, Nicolas Ebalin, ici présent, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. Je le disais il y a quelques instants à des collègues au deuxième étage dans notre administration, collègues vraiment à côté de mon bureau, je leur disais, c'est un moment historique, ça n'arrive pas tous les jours. Dans le bureau d'à côté, vous avez un prix Nobel de 2018. Et c'est, voilà, ce sont des moments inoubliables. Moi je suis Mohamed Rochdi, l'attaché de coopération scientifique et universitaire. Je suis moi-même universitaire, mathématicien, mais côtoyer, parler à un prix Nobel, pouvoir l'approcher d'aussi près, c'était un rêve de gosse, d'enfant, comme on dit, et j'en suis extrêmement, extrêmement heureux. Je ne vous ferai pas la présentation du professeur Mourou parce que le professeur Dimitris Charalambidis le fera tout à l'heure et je pense qu'en tant que collègue lui-même et ami du professeur Mourou, le fera bien mieux que moi. Sachez simplement que le professeur Mourou est membre du Haut Collège de l'École Polytechnique et professeur émérite à l'Université de Michigan, qu'il est français, qu'il a fait son doctorat en France, mais qu'il a mené une longue carrière de recherche aux États-Unis avant de revenir en France, j'ai envie de dire, pour rayonner aussi dans notre beau pays. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aussi le professeur Dimitris Charalambidis, qui lui aussi professeur émérite du département de physique de l'Université de Crète et chercheur associé à la Fondation pour la technologie et la recherche, FORTH, en Crète, collègue de longue date du professeur Mourou, avec lequel il a collaboré notamment sur la préparation et la mise en œuvre de l'infrastructure Extreme Light Infrastructure, financée dans le cadre de l'Union européenne, dont le coordinateur était le professeur Mourou. Et donc, le professeur Charalambidis nous fait l'honneur et le plaisir de venir aujourd'hui modérer cette conférence du professeur Mourou. Le professeur Mourou, en 1985, lui et son étudiante, Donna Strickland, ont réussi à créer, je vais vous parler de choses que moi-même, mathématicien, je ne maîtrise pas. Donc, je vais paraître comme ça, celui qui sait, mais en fait, qui lit des choses, mais qui apprend tous les jours et qui apprendra tout à l'heure, comme vous toutes et tous. Ils ont réussi, le professeur Mourou et son étudiante Donna Strickland, à créer des impulsions laser ultra brèves de haute intensité sans détruire le matériau amplificateur. C'est ce qu'ils ont appelé l'amplification par impulsion chirpée, qui intensifie l'impulsion de façon spectaculaire. Ces travaux, ce sont ces travaux-là, c'est cette innovation-là dont le professeur Mourou nous dira des choses tout à l'heure, qui leur ont valu à lui et à son étudiante le prix Nobel de physique en 2018. Mais il nous dira que le prix Nobel était en 2018, mais vous avez entendu que les travaux dataient de 1985. C'est dire la durée qu'il y a entre la consécration et le... Voilà. Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'essayer d'éclairer, comme nos conférences, ce sont des conférences grand public, d'éclairer un peu sur le laser, les utilisations, les applications du laser. C'est un peu le choix que j'ai fait. Alors, le marché mondial du laser est estimé à environ 6 milliards d'euros. Plus de la moitié de cette somme provient du stockage d'informations, mais aussi des télécommunications. Cela est dû au fait que le laser possède des propriétés qui permettent de transmettre une densité d'informations très importante sur de longues distances. En effet, les transmissions circulent dans des centaines de millions de fibres optiques qui sillonnent les continents et qui traversent les océans. En fait,
la majeure partie des réseaux de télécommunications mondiales est équipée de fibres optiques. Le deuxième marché des lasers dans le monde, évalué, lui, à 2 milliards d'euros environ, c'est ce qu'on appelle le micro-usinage dans le milieu industriel. De quoi il s'agit? Il s'agit de lasers ultra puissants qui permettent de souder, de découper de la tôle avec une extrême précision. Les constructeurs automobiles, notamment, sont très friands de ces lasers qui concentrent une grande puissance sur une zone inférieure au diamètre d'un cheveu. Autres utilisateurs, les fabricants de panneaux solaires, par exemple, qui découpent leurs cellules photovoltaïques dans des plaques de silicium, ou encore les industriels de l'aéronautique qui, eux, percent certaines parties des moteurs d'avion afin que l'air vienne refroidir les pales. Autour de ces, je dirais, mastodontes économiques que sont les télécommunications et le micro-usinage, gravite une galaxie d'applications du laser. Il se retrouve par exemple dans les caisses de supermarchés, insoupçonnables, pour lire les codes barres, les imprimantes de bureaux ou encore les capteurs de niveau. Dans l'industrie automobile, on mesure le débit des injecteurs des moteurs de voitures en interceptant le filet de gouttelettes de carburant grâce à un faisceau laser. Sur mer et dans les airs, on calcule l'inclinaison des navires ou d'un avion grâce à des gyromètres à laser. En ophtalmologie, et là, c'est grâce à l'invention du professeur Mourou et de son étudiante en ophtalmologie, on corrige la vue en taillant la cornée, tandis qu'en chirurgie, on cautérise des petites plaies. Les dermatologues emploient aussi le laser pour brûler des taches de l'épiderme ou diminuer la pilosité. Enfin, et il y en a plein des applications, comme on est dans un pays d'archéologie, de monuments, les statues et les monuments se refont également une beauté grâce au laser. En tirant des impulsions laser sur la surface de la pierre, on peut en retirer la couche noirâtre due à la pollution des villes. Autre bénéficiaire, les peintures sur pierre. En effet, un laboratoire de Marseille a mis au point une technique pour redonner leur couleur à des sculptures ou à des fresques murales. Ce sont quelques exemples d'applications du laser que je souhaitais mettre en avant et rappeler un certain nombre de points. Je tiens simplement à... J'arrive donc à la conclusion de ce mot pour bien sûr remercier le professeur Mourou, remercier le professeur Haralambidis, vous remercier toutes et tous de la confiance que vous témoignez à l'Institut français de Grèce, remercier bien sûr toutes les équipes ici à l'Institut et une personne en particulier qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, Madame Maria Duca, qui a beaucoup œuvré ici en Grèce dans des administrations au sein de l'Institut Pasteur hellénique, mais aussi collaboratrice directe de confiance du professeur Mourou. Et c'est avec elle, tenez-vous bien, cette conférence, nous la programmions depuis 2019. Et la pandémie est passée par là. Nous l'avons reportée, puis reportée, et nous sommes très heureux de la voir enfin se concrétiser aujourd'hui. Deux petites informations pour les étudiants ou les enseignants qui souhaitent aller plus loin sur les questions des lasers. Deux ouvrages qui se trouvent au sein de la médiathèque de l'Institut, au dernier étage de nos locaux, un ouvrage qui s'appelle « Lumière » au pluriel, de Jean Audoz, Costel Subran, Michel Menu. Il est préfacé par le professeur Mourou. Il est paru en 2020 aux éditions EDP Sciences. Un deuxième ouvrage que nous avons ici à la médiathèque, La lumière révélée, de la lunette de Galilée à l'étrangeté quantique, de Serge Haroche, lui aussi paru en 2020 chez Odile Jacob, si vous voulez lire un peu plus. Je tiens aussi à dire, enfin, un dernier mot aux étudiantes et aux étudiants que nous délivrons en fin de conférence, à l'entrée, au moment où vous allez remettre vos casques, des attestations de présence. Voilà, j'ai été un peu long, mais je pense que ça valait le coup. Merci beaucoup et excellente conférence, j'en suis intimement convaincu.
Καλησπέρα και από μεριάς μου σε όλους σας. Bonsoir. De mon côté, à vous tous, je m'excuse car je ne vais pas m'exprimer en français. Je me réjouis de voir un amphithéâtre bien rempli et il est rempli de jeunes. C'est donc un plaisir tout particulier pour moi aujourd'hui de coordonner cet événement, la conférence du professeur Gérard Mourou, prix Nobel de physique depuis 2018. Je voudrais juste donner quelques éléments biographiques sur le professeur. Monsieur Mourou a fait ses études en France. Il a obtenu son doctorat à l'université Pierre et Marie Curie. Ensuite, il s'est installé aux États-Unis et en particulier à l'université de Rochester, où en 1977, avec son étudiante Donna Strickland, ils ont fait une découverte technologique et scientifique qui a conduit ultérieurement au prix Nobel. Par la suite, il a travaillé à l'Université de Michigan, où il a fondé le centre d'optique hyper rapide de l'Université de Michigan. Et dans les années 90, il est rentré en Europe où pendant quelques années, il a dirigé le laboratoire d'optique appliquée à Paris. Et en ce moment, il est professeur membre du Haut Collège et professeur émérite à l'Université de Michigan également. En 2018, il a reçu le prix Nobel. Le prix Nobel, plutôt, a été décerné à 3 collègues. Les deux étaient Gérard Mourou et Donna Strickland pour leur technique développée qui s'appelle CPA. Je ne vais pas vous donner des détails sur cette technique. Depuis la découverte du laser dans les années 60 et des 10-15 premières années, il y a eu du progrès dans l'augmentation de l'intensité du laser. Après cette période, il y a eu une longue période où l'on ne pouvait pas augmenter davantage l'intensité des lasers. Il y avait des phénomènes qui intervenaient à l'intérieur de l'amplificateur, des phénomènes non linéaires qui détruisaient ce matériel. Alors, M. Mourou et son étudiante, qui était doctorante, ont développé une technique qui a réussi à surmonter ce problème. Et depuis, l'intensité du laser ne cesse d'augmenter. Il a travaillé pour produire des lasers aussi puissants que possible. Donc, cette technique est utilisée dans tous les lasers de femtoseconde. On vous a expliqué ce que c'est que le femtoseconde, donc je ne vais pas répéter. Ces lasers sont utilisés dans de très nombreuses applications de la science pure, mais aussi des applications dans la vie courante. C'est pourquoi le prix Nobel leur a été décerné. C'est une technique qui est extrêmement utile. Par ailleurs, il a été dit que M. Mourou travaille avec cette infrastructure européenne qui s'appelle ELI, Extreme Light Infrastructure. En fait, c'est lui qui a eu cette idée. Il a proposé la création d'une infrastructure européenne qui pourrait abriter le laser ou les lasers les plus puissants au monde, où les chercheurs pourraient s'y rendre du monde entier ou de l'Europe à la suite de propositions. Si elles étaient approuvées, par la suite, ces chercheurs pourraient se rendre à cette infrastructure et mener leurs expériences.
C'est une idée absolument magnifique, car pour créer les lasers les plus puissants au monde, on a besoin de beaucoup d'argent. Toute fondation ne peut pas faire le même travail. Il existe donc cette infrastructure qui est au service d'un très grand nombre de chercheurs et aussi de sociétés, de l'industrie. Voici, c'est donc là la raison pour laquelle je me suis liée au professeur Mourou dans l'étape de préparation de cette infrastructure. On a travaillé très étroitement pour faire avancer ce projet. Mis à part la science et ses applications, cette découverte, la découverte de cette technique, a donné une très grande impulsion à l'industrie des lasers. De nombreuses sociétés fabriquent des lasers qui sont installés dans tous les quatre coins du monde, si vous voulez. Monsieur Mourou est une personne qui a une vision. Mis à part cette technique, il ne cesse d'arriver avec de nouvelles idées quant à savoir comment on peut utiliser ces lasers. Aujourd'hui, après vous avoir présenté les principes de cette technique et les principes des lasers très brefs, il va vous parler d'applications choisies, sélectionnées de ces lasers qui ont un intérêt social en quelque sorte. Alors, asseyez-vous confortablement pour pouvoir bénéficier de la conférence du professeur Moreau. Αγαπητοί φοιτητές, Très plaisir. Chers amis, professeurs, Giasomani, Kostas Fotakis, Christophe Zerofos, I wanted to also thank really the director of this institution here. En français, oui, mais je... Bon, en français. Hein? Je recommence en français? Non, ça va. Non, OK. Donc, Monsieur Nicolas Ebelin, je veux aussi remercier beaucoup Dimitri Karambidis, qui a fait son homework. Il m'a donné vraiment une impressive introduction. Voilà, et bien sûr, tous ceux que j'oublie. Voilà. Et je suis absolument enchanté, bien sûr, d'être ici. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, puisqu'on y pensait déjà juste après mon prix Nobel. Mais bien sûr, le Covid passant, on a dû attendre toutes ces années avant que je puisse venir ici, à Athènes, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important. J'ai toujours eu une admiration énorme par les scientifiques, les philosophes d'Athènes. Et je suis demain, je vais être honoré de faire partie, grâce au professeur Zerofos, de l'Académie d'Athènes. Merci beaucoup. Réellement, ça me fait un très, très grand plaisir, bien sûr. Donc, on va passer... Non, c'est pas ça. C'est... Non, je m'excuse. J'aurais besoin d'un peu d'aide, là. Je veux arriver à la première slide. Voilà, OK. Merci.
Donc, oui, cette première slide, j'y tiens beaucoup, hein, parce qu'elle illustre le fait que, effectivement, avec la lumière, on voit la lumière qui est puissante, etc. Mais aussi, elle illustre le fait que j'ai eu le prix Nobel avec la 3e femme prix Nobel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avoue quand le chairman de la Fondation Nobel m'a téléphoné le premier mardi du mois d'octobre 2018, il m'a annoncé bien sûr que j'étais prix Nobel, ce qui m'a fait énormément plaisir, évidemment. C'était comme si vous avez une tonne de briques qui vous tombent dessus. Et il m'a dit, mais c'est pas tout. Je tiens à vous dire que vous allez le partager avec votre étudiante, Donna Strickland. Et ça, c'était quelque chose d'absolument énorme pour un scientifique, pour un enseignant, d'avoir son étudiante partager le prix Nobel. J'en suis toujours très ému. Et le fait aussi qu'elle est la 3e après Maya Gopper-Mayer et Marie Curie. Comment est-ce que je peux oublier ça? C'est pas que j'oublie, c'est que je suis un peu fatigué. Et que, voilà. Donc, c'était quelque chose, voir son étudiante occuper la place de 3e femme, ça, c'est quelque chose qui était évidemment prodigieux. Voilà. Donc, on va commencer on va parler beaucoup de lumière, hein, et la lumière, il faut bien vous le dire, elle est à 13,8 milliards d'années, hein, elle est assez vieille. Et elle a démarré d'abord au Big Bang, enfin c'est le Big Bang qui en est bien sûr la cause, mais elle n'est pas sortie tout de suite. Il lui a fallu, entre le temps du Big Bang et puis le moment où elle apparaissait vraiment, elle devenait visible, eh bien, il a fallu quand même 380 000 ans, parce qu'elle n'arrivait pas à s'échapper du plasma intense qui entourait le Big Bang. Donc, mais la lumière qui était produite alors, c'était une lumière incohérente. Hein. C'est-à-dire que tous ces photons qui émanent de la source, tous ces photons sont un petit peu comme des coureurs du marathon. Ils sont tous différents. Ils vont dans n'importe quelle direction. Et donc, ils ne se connaissent pas entre eux. Donc, il n'y a aucune corrélation entre eux, etc. Et donc, ça c'était la lumière qui était présente jusqu'en 1960, où là, les choses ont changé parce que Ted Naiman, à l'époque un jeune chercheur du Hughes Aircraft Laboratory, le 17, je pense c'est le 16 mai 1960, réaliser le premier tir laser. À l'époque, ce n'était pas un laser continu, mais c'était un laser pulsé. Et donc, pour la première fois, on pouvait donc créer de la lumière cohérente. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire et qui a déclenché une révolution, bien sûr, dans l'optique, et puis en sciences, et puis en technologie, comme vous l'avez entendu avant. Donc, ce laser-là, maintenant, c'est un laser un peu classique, hein, que vous pouvez même acheter, etc. Il émet dans une direction. Et en général, c'est donc la lumière laser est une lumière qui est monochromatique. Ça dépend si quelle variété de laser vous achetez, mais en général, c'est assez monochromatique. Alors, la différence entre la lumière cohérente et l'incohérente, j'aime la différencier par le fait
bon, la lumière incohérente, ce sont des coureurs du marathon qui ne se connaissent pas, sont habillés différemment, etc. Mais la lumière laser, c'est analogue à des soldats qui marchent, qui sont un défilé. Donc, il y a une chose qui est remarquable avec le laser, c'est le nombre d'applications que l'on peut réaliser. Et avec le laser, une chose qu'on peut faire, d'abord, juste pour vous donner le sens, c'est qu'on peut ralentir les atomes. Les atomes qui se déplacent normalement à température ordinaire à l'ordre de 300 mètres par seconde, là, on peut les freiner, on peut les refroidir. Première grande application. La deuxième application, c'est qu'on peut utiliser ce même laser où on peut ralentir les atomes, les refroidir, etc. Et cette fois-ci, on peut les accélérer jusqu'à la limite, pratiquement l'impossible, jusqu'à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner un petit peu le périmètre des applications laser. Donc, on refroidit la lumière, on peut refroidir la matière et en ralentissant les atomes, mais aussi maintenant, on peut accélérer les particules jusqu'à des niveaux d'énergie très élevés parce qu'ils sont très, 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 très près de la vitesse de la lumière. Les lasers, alors je vais vous parler, bien sûr, ma spécialité, notre spécialité avec Donna Strickland, mais aussi avec professeur Fotakis et Dimitri Karambidis, ce sont des lasers qui émettent des impulsions courtes, qui ont des durées d'impulsion très brèves. Et donc, qui ont aussi dans les durées d'impulsion, elles sont de l'ordre de, ça dépend, de l'ordre de la plus petite que la nanoseconde, mais jusqu'à la femtoseconde. Alors, la femtoseconde, c'est le millionième de milliardième de seconde. Donc, c'est un temps, bien sûr, très, très bref. Dans ce temps-là, la lumière se propage sur une distance qui est de l'ordre de la dimension de cellules rouges. Donc, vous voyez, c'est très bref. Alors, pourquoi on essaie d'avoir des impulsions très, très brèves? Alors, une des grandes applications, c'est que pour faire de la lumière très intense. Vous savez que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, si vous prenez, si vous pouvez émettre de l'énergie, disons au niveau du joule, qui est une petite quantité d'énergie, mais si vous le faites en une femtoseconde, 10-15 secondes, vous faites le rapport et vous trouvez que vous pouvez produire des impulsions du pétawatt, 10 puissance 15 watts. Et maintenant, donc ce 10 puissance 15 watts, c'est des centaines de fois la puissance du réseau électrique mondial. Mais bien sûr, en quelques femtosecondes. Ça, c'est une très, très grande application. Et vous allez voir que maintenant, si on prend ce laser qui émet cette puissance qui correspond à des centaines de fois la puissance du réseau électrique mondial, maintenant, si on le focalise sur une tâche de diffraction qui est de l'ordre du micron, parce que la lumière, la longueur d'onde est de l'ordre du micron, eh bien sûr, on peut obtenir des puissances absolument ou des intensités extrêmement importantes. Et vous savez tous, vous avez fait l'expérience, c'est que la lumière peut créer de la pression.
Mais bien sûr, la pression qu'on peut créer avec la lumière conventionnelle, comme ce qui nous entoure, c'est extrêmement faible. Mais avec les impulsions laser du type lumière extrême, la pression qu'on peut obtenir, donc la puissance, l'intensité qui donne une pression, cette pression-là est équivalente à des millions de tours Eiffel sur votre doigt. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, on peut faire des choses, vous le verrez, on peut utiliser cette pression pour accélérer des particules, des choses comme ça. Voilà. Alors, maintenant, avec la lumière extrême, on va changer de paradigme. Le laser, jusqu'au CPA, si vous voulez, c'était s'occuper essentiellement de physique atomique. La physique qui s'occupe de l'étude des électrons qui se baladent autour d'un noyau. Mais maintenant, avec la lumière extrême, eh bien, on va pouvoir donc, je m'excuse, où est-ce que j'ai mis ce temps? Ouais. Maintenant, on va donc, est-ce qu'on va je sais pas. Enfin, bref. Comment je cherche à l'allumer, ce truc-là. Oui. C'est un laser, pourtant. C'est un laser, c'est ce que j'allais dire. Le laser ne marche pas. Je devrais savoir. Ah ben lui non plus. Bon, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez par exemple sur votre gauche, vous avez un atome, par exemple, un atome, bon, c'est constitué d'un noyau et où il y a les électrons qui tournent autour de ce noyau. Et le noyau est, bien sûr, c'est pas quelque chose, il est composé d'éléments, hein, donc qui sont des protons et des neutrons. Hein. Et après, bien sûr, il y a les protons, c'est aussi, ils sont composés de quarks et tout ça. Bon. Donc, jusqu'au CPA, c'est la physique atomique qu'on étudie avec le laser. Et maintenant, avec le CPA, eh bien, on peut aller très haut en puissance et on peut maintenant étudier les noyaux, etc. Donc, on peut faire de la physique subatomique. Alors, ici, je vous présente, en fait, l'intensité en fonction des années. Alors, en fonction des années, au départ, en 1960, merci, en 1960, donc, le laser naît avec Ted Naiman, et puis, mais l'intensité, bien sûr, était déjà prodigieuse par rapport aux moyens traditionnels. Et tout de suite, on va commencer à trouver des méthodes pour augmenter l'intensité. Les intensités qu'on monté étaient allées jusqu'à de l'ordre de 10 puissance 13 watts par centimètre carré. Ça ne vous dit rien, mais c'est quand même l'intensité qui est, avec ce genre d'intensité, on peut faire l'ablation de certains matériaux. Et donc, très rapidement, on augmente en intensité. Et après, comme le professeur Karlambidis vous l'a dit tout à l'heure, on a eu un problème. C'est qu'on détruisait le matériau. On détruisait les matériaux dans lesquels le laser s'amplifiait, etc. Et donc, on était obligé de s'arrêter. Or, c'est là qu'en 1985, on a démontré le concept de Chirp Pulse Amplification, où là,
on n'avait plus de problème. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait cette impulsion, comme je le montrerai dans une minute, on avait cette impulsion très brève qu'on pouvait étirer. Donc, si on étirait, on pouvait diminuer l'intensité. Ensuite, on, on l'amplifiait et après, on l'a comprimé. Je vous montrerai ça dans une minute. Et après ça, alors on a pu monter en intensité jusqu'à des niveaux de puissance absolument considérables, ou à ces niveaux, des niveaux de puissance où on peut créer de la matière à partir de la lumière. Donc, mais entre-temps, il y a d'autres applications très, très importantes. Donc, ici, je voulais illustrer le fait que, eh bien, quand on augmentait l'intensité, on allait créer dans le matériau amplificateur des fluctuations, et ces fluctuations, ces filaments qui détruisaient l'optique. Là, je vous montre une pièce d'optique où les filaments ont créé vraiment, endommagé le matériau. Là, c'est le principe du CPA. Comme je l'avais dit dans une minute, on part d'une impulsion brève, et ensuite on l'étire par l'intermédiaire de réseaux de diffraction. Et cet étirement ici, on passe d'une impulsion, on l'étire d'un facteur d'ordre de 100 millions de fois, 10 puissance 5 fois, 100 000 fois, et 10 puissance 5. Et ensuite, donc, cette impulsion est étirée. Une fois qu'elle a été étirée, donc, son intensité est baissée, elle s'amplifie. Et une fois que l'impulsion est amplifiée, c'est-à-dire qu'elle a extrait l'énergie de l'amplificateur, et bien à ce moment-là, on va la recomprimer. Et à ce moment-là, on recomprime l'impulsion et on peut augmenter ainsi la puissance de facteurs de millions de fois. Okay, et donc, ça, bien sûr, c'est très important. Là, maintenant, alors je vais commencer par donner quelques applications. Okay, et alors, je vais commencer par les applications qui nécessitent des puissances les plus faibles, qui sont quand même des puissances importantes, mais ce sont les puissances les plus faibles, c'est-à-dire des puissances qui se trouvent dans ce domaine-là. Et alors là, dans ce domaine-là, c'est donc des puissances de l'ordre de 10 puissance 15 watts par centimètre carré, dans ce domaine qui est violet ici, eh bien, on va faire ce qu'on appelle du micro-machining. Et l'avantage des impulsions brèves est très important, vous allez voir. Si vous avez utilisé un laser continu, un laser avec des impulsions longues, à ce moment-là, si vous avez une cible ici, et si vous voulez faire, vous voulez enlever du matériau, vous voulez faire l'ablation du matériau, à ce moment-là, vous allez chauffer, toute la pièce. Et donc, vous allez créer en fait un cratère. Avec des impulsions déjà nanosecondes, ça sera la même chose, sauf la partie qui va être chauffée sera moindre. Et donc, vous allez faire un cratère important, mais bon, plus petit que bien sûr quand l'impulsion est plus longue. Mais alors, quand vous avez les impulsions femtosecondes, alors là, ça change du tout au tout, parce que cette fois-ci, l'impulsion arrive, elle est très intense, elle chauffe pendant très peu de temps, mais elle porte la température du matériau très haut, et sur une toute petite, puisqu'on focalise, sur une toute petite distance, et ça fait, il n'y a pas de dommages, qu'on appelle de dommages collatéraux. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, si l'impulsion est de l'ordre de la nanoseconde, eh bien, vous voyez, c'est pas beau, ça fait un cratère enfin, c'est assez laid comme truc. Et par contre, oui,
Maintenant, si on utilisait femtosecondes, eh bien, à ce moment-là, l'ablation est absolument parfaite. Il n'y a pas de dommages collatéraux, hein, parce que la matière ne peut pas se déplacer pendant la durée du temps laser qui est si court. Et donc, ça nous fait des machinings. Et on a vu une des grandes applications des lasers, c'est le micro-machining. C'est ça, avec des impulsions de femtosecondes. Alors, l'autre ce qui est vraiment très important, une autre propriété extraordinaire, c'est le fait qu'on peut focaliser dans le matériau, si c'est un matériau, bien sûr, qui est transparent. C'est le cas, par exemple, de la cornée. Hein, on va l'utiliser pour la cornée. Et donc, on peut focaliser, et donc on peut enlever finalement, on peut chauffer la matière à un endroit précis. Et c'est à cet endroit précis qu'on va avoir cette ablation. Okay, et donc, on pourra faire quelque chose à l'intérieur du matériau et qui a ensuite, par exemple, si on se déplace comme ceci, eh bien, on va pouvoir faire des découpes. Je voulais dire que dans le cas du nanoseconde, vous avez professeur Fotakis, ici, qui utilise ce type de laser pour la restauration de monuments, pour enlever pour rendre grandes toutes les statues, etc., les nettoyer, ça arrivera, nettoyer. Voilà. Alors, mais avec les impulsions femtosecondes, alors là, c'est différent. Comme je vous l'ai dit, on peut, par exemple, faire des découpes dans la cornée, en focalisant dans la cornée, et on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Ce qui fait que si vous voulez corriger votre vision, ou si, par exemple, vous avez besoin de faire une greffe de cornée, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, pratiquement. On peut faire des découpes qu'on veut. Hein. Et donc, c'est très important. Et actuellement, et ça, ce n'est pas un chiffre, c'est un chiffre assez ancien, ça. Mais maintenant, il y a des millions d'opérations sur l'œil qui utilisent le laser femtoseconde. Voilà. Donc, ça a été une grande découverte, en fait. Et cette découverte, elle s'est faite accidentellement. C'est ça qui est intéressant aussi par la recherche. Souvent, c'est lié à la sérendipité. Et la sérendipité, c'est quelque chose d'important dans la recherche. Et là, dans le cas c'est un étudiant, le cas de la découverte du laser en ophtalmologie, c'était parce qu'un de mes étudiants qui travaillait sur le laser a reçu son laser dans l'œil. Et donc, on l'a amené à l'hôpital, où il a été vu par des ophtalmos. Et là, l'ophtalmo, en regardant le fond de la rétine de mon étudiant, a dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Alors, il y avait l'étudiant qui était là allongé et qui se disait « Qu'est-ce qui est extraordinaire ?» Il dit « Parce que l'endommagement, vous avez, est parfait. » Effectivement, il avait l'endommagement, il n'y avait aucune ablation, c'était un dommage parfait, quoi. Voilà. Sans cratère, extraordinaire. Alors maintenant, je passe à d'autres applications alors, qui sont complètement différentes. Donc, on monte en intensité. Vous avez vu ma courbe là qui montait. Là, maintenant, on monte en intensité. Et je vais parler d'applications qui nécessitent donc qui utilisent l'accélération qu'on peut. Vous vous rendez compte? Je vous ai montré la pression qu'on peut obtenir avec ces impulsions brèves. Eh bien, on peut donc bien sûr, comme je l'ai dit après, produire des particules. Hein, on peut produire des particules qui vont très très vite, c'est-à-dire
relativiste, hein, limité par la limite, donc très énergétique, d'une façon très très simple, hein, parce que là on a notre laser, vous pouvez l'imaginer, il est là, on focalise le laser sur un film, un film très fin de métal ou bien de plastique, etc. À ce moment-là, il y a les protons et puis les électrons. Et les électrons, donc, qui sont plus légers que les protons, on peut les accélérer. Une fois que les électrons sont accélérés, ils attirent derrière eux les protons. Et ici, ces protons ici vont, sur des distances extrêmement faibles, vont devenir relativistes. Très, très compacts. Et vous allez voir les applications qu'on peut avoir. Et là, voilà. Donc, vous voyez, si vous voulez faire des protons relativistiques, c'est ce genre d'accélérateur qu'il faut que vous construisiez. Hein. Or, bien sûr, ça coûte des milliards, hein, d'euros. Ça mesure des centaines de mètres, de kilomètres, clairement. Et donc, c'est quelque chose d'important. Alors qu'on peut faire pratiquement la même chose sur des toutes petites dimensions. Hein. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Alors, il y a une chose que l'on peut faire, c'est, comme je l'ai dit là, rapidement, on peut produire des particules, des neutrons, des protons. Et alors, et il y a des applications très, très importantes avec les protons. Il y a une application qui commence à être connue, hein, c'est ce qu'on appelle la protonthérapie. Hein. Et la protonthérapie, on essaie de l'illustrer ici, c'est une thérapie qui est utilisée bien sûr pour guérir, pour faire l'ablation de tumeurs. Et l'idée, bien sûr, si vous avez pas la malchance d'avoir une tumeur, bon, on peut bien sûr utiliser, on peut traiter cette tumeur, on peut traiter cette tumeur avec des rayons X, c'est-à-dire qu'on focalise un faisceau de rayons X sur la tumeur, ou bien avec des électrons, etc. Mais on peut le faire avec les protons maintenant. Alors le problème avec les électrons ou les rayons X, c'est que si vous avez une tumeur qui est à l'intérieur de tissus, eh bien, les tissus qui sont avant la tumeur vont être aussi endommagés. Et ce n'est pas le cas si on utilise des protons. Si on utilise des protons et qu'on focalise sur la lumière, on peut régler l'énergie des protons de façon à que le proton n'endommage que la tumeur et laisse les tissus devant la tumeur, je ne dirais pas intacts, mais peu affectés. Alors, aussi, bien sûr, avec ces protons, on peut faire ce qu'on appelle des radionucléides, des choses comme ça. Je ne vais pas m'attarder. Ils peuvent être aussi utilisés pour faire des radioisotopes pour l'imagerie. Et donc, beaucoup d'applications médicales. Maintenant, il y en a une qui est excessivement importante. Vous savez qu'actuellement, on ne connaît pas de méthode pour produire de l'énergie de façon abondante, mais il y a des problèmes. Soit les éoliennes, c'est abondant, mais bon, on détruit tout le paysage, etc. Le solaire aussi, c'est important, ça prend beaucoup de place, etc. Mais donc, on ne sait pas encore produire de l'énergie en quantité qui soit safe, parce que l'énergie, je pense le charbon, c'est exclu à cause du CO2. L'énergie nucléaire, c'est celle qui, en principe,
nous permettrait de créer beaucoup d'énergie sans CO2. Mais bien sûr, on a ce fameux problème des déchets nucléaires. Alors, maintenant, avec les lasers ultra intenses dont je parle, eh bien, on peut utiliser pas l'uranium, mais aussi un autre élément qui est très, très important, qui s'appelle le thorium. Et le thorium, il a l'avantage d'être extrêmement abondant, beaucoup plus que l'uranium. Et les déchets que l'on peut produire au cours de la fission, eh bien, sont beaucoup moindres, beaucoup moindres, et durent peu longtemps, c'est-à-dire quelques centaines d'années, ce qui est très peu, hein, parce qu'on sait faire des bâtiments qui durent des centaines d'années. Donc, ça, c'est quelque chose qui est que l'on peut faire. Alors, j'ai un petit clip là justement qui illustre le problème. On pourrait utiliser le thorium dans le futur pour l'énergie. Donc, je vais passer ce clip en espérant qu'il passe. Here is the Earth, our spacecraft, traveling for more than 4 billion years through space with 8 to 10 billion people on board. The total consumed power is of the order of 100,000 power plants. Houston, we have a problem. We are running mostly on carbon energy that will be exhausted in a few hundred years. In addition, it creates a nefarious climate change and air pollution that will render in a few hundred years the Earth unlivable. I think we have a solution. Our advice is to consider nuclear fuel. You have enough thorium on Earth for a few thousand years. Thorium used in an advanced driven system reactor, ADS, will produce only a small amount of short-lived nuclear waste. Encore une fois, j'ai un problème là. I need... Can save me. I'll try. C'est là. Voilà, stop. OK. Donc, on a vu là l'utilisation des neutrons pour faire la fission par exemple, de thorium, hein, d'uranium et de thorium. Alors, on peut aussi utiliser ces neutrons pour faire ce qu'on appelle la transmutation, c'est-à-dire pour traiter ces déchets. Lorsque on fait de la fission, on envoie des neutrons, vont casser les noyaux. Les noyaux d'uranium ou de thorium, ils vont les casser. Hein. Et ça, c'est ça qui produit des tonnes d'énergie, énormément d'énergie. Mais des fois, le neutron, au lieu de casser le noyau, eh bien, il est simplement absorbé par le noyau. Et c'est ce qu'on appelle ces fameux actinides mineurs. Et ce sont ces actinides mineurs qui ont des temps de vie, des temps de nocivité de milliers, des centaines de milliers, des fois des millions d'années. Par exemple, le neptunium, ici, qui est créé justement au cours de la fission, et à ce moment-là, où le proton a été absorbé, hein, capturé, eh bien, le neptunium, il a des temps de toxicité de 2 millions d'années. Maintenant, on peut utiliser
le laser, enfin le laser, les neutrons qui sont produits par le laser, et on peut casser ce neptunium. Et donc, les morceaux qui en résultent, ici je les vois ici, les morceaux qui en résultent, eh bien, ils ont des temps de vie qui sont de la minute, de l'heure, de la seconde. Voilà. Ce qu'on appelle la transmutation. Donc là encore, il faut des faisceaux de neutrons de bonne énergie pour pouvoir faire cet exercice de transmutation. Alors c'est aussi une grande application des lasers ultra intenses que je défends. Voilà. Maintenant, un autre problème que nous avons, c'est ce fameux problème des débris dans l'espace. Vous savez que depuis que l'ère spatiale a commencé, avec le Spoutnik en 1957, eh bien, chaque fois qu'on lance quelque chose, un satellite, etc., eh bien, on crée des débris. Actuellement, maintenant, il y a absolument des millions et des millions de débris qui sont satellisés autour de la Terre et qui se baladent à 15 km par seconde. C'est-à-dire, c'est une dizaine de fois les balles les plus rapides. Donc, ils n'ont pas à être très, très gros pour faire beaucoup de mal. Donc, c'est quelque chose, c'est un gros problème. Et bientôt, si on ne nettoie pas l'espace, on ne pourra pas y accéder. On ne pourra plus y accéder. Donc, actuellement, on évalue à 4 tours Eiffel la quantité d'énergie qui a été... Ah merde. Encore une fois, j'avoue que je ne suis pas... Allez, c'est la dernière de toute façon. Voilà. Donc, on a lancé lors de 4 tours Eiffel dans l'espace. Et il y en a à peu près la moitié qui est maintenant sous forme de débris, qui se baladent dans le ciel. Donc, c'est le ciel, l'espace, ça devient un champ de bataille. Donc, maintenant, ce que l'on se propose, c'est bien sûr, c'est d'utiliser maintenant le laser pour détruire les débris, ce laser ultra intense, pour détruire les débris. Mais la façon dont on va le faire, vous verrez, et pas seulement de... Alors ça, ici, je montre ce qui est arrivé lorsque les Chinois ont essayé de détruire leurs satellites. Et en faisant ça, lorsqu'on fait la destruction, on crée des millions et des millions de débris. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, il faut nettoyer. Donc là, c'est un laser qui est embarqué, comme la navette spatiale, par exemple. Et lorsque il détecte un débris, le laser va envoyer une impulsion qui va créer un plasma. Et un plasma qui va créer, disons, un effet fusée, et cet effet fusée qui va déorbiter le déchet. Voilà. Alors, donc, là, on a eu la chance, c'est ça qu'on est prix Nobel, on a la chance de pouvoir d'accéder à peu près n'importe qui, et en particulier le pape, et on était content d'être invité et de lui montrer ce qu'on pouvait faire pour l'humanité. Bon, bien sûr qu'il était assez satisfait d'entendre ce qu'on voulait faire, etc. C'était très intéressant. Et donc, il y a une chose, avant de vous montrer peut-être quelques autres slides, c'est la conclusion, c'est que la lumière extrême, maintenant, est capable de produire les
les champs les plus importants, les accélérations les plus importantes, les températures les plus importantes et les pressions aussi les plus importantes. Donc, dans l'esprit Nobel, il offre énormément d'espoir au futur de notre... d'espoir pour l'humanité. Je ferai aussi simple que ça. Donc maintenant, peut-être je vais vous montrer quelques slides sur la cérémonie Nobel. Donc, quand je vous dis, on reçoit ce coup de téléphone, bon, c'est extrêmement impressionnant, etc. Donc, le 10, en physique, c'est le premier mardi du mois d'octobre. Hein. Et après le 10 décembre exactement, on reçoit le prix Nobel physiquement du roi. Et parce que c'est pour commémorer la mort de Nobel qui s'est déroulée le 10 décembre. Un 10 décembre. Donc, la première chose que l'on fait, je vais vous montrer quelques slides, pour ceux qui... je vous encourage à essayer d'obtenir le prix Nobel parce que c'est vraiment très impressionnant. Ne faites pas autre chose, ou plutôt faites autre chose parce que c'est tellement difficile. Donc là, après le prix, on est invité. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait on donne une grande conférence à 1500 personnes, quelque chose comme ça, sur nos travaux. Ensuite, il faut apprendre à recevoir le prix Nobel. Alors là, on passe une matinée à faire ça. Hein. Et là, par exemple, je reçois le prix Nobel. Il y a cette dame-là qui joue le rôle du roi, etc. Est-ce que c'est ça? Là, on est avec Donna, on se décontracte et on regarde les autres pratiquer. Ensuite arrive le moment où on va passer à l'acte. Donc, c'est très impressionnant. Là, chacun reçoit son prix. Et ensuite, on est félicité par sa femme. Et après, il y a ce banquet absolument extraordinaire. Ce banquet extraordinaire, 1500 personnes, où au centre, on est absolument au centre de la table principale, côté du roi. Alors, dans notre cas, bien sûr, Donna, qui était une dame, donc qui était la cavalière du roi, hein, et puis moi, à côté j'étais le cavalier, la reine, et puis à côté aussi la princesse Sophia. Donc, c'est vraiment prestigieux, hein, c'est ça. Mais le moment le plus émouvant, c'est pas la cérémonie, c'est pas d'être près du roi et de la reine. Le moment le plus impressionnant, c'est lorsque la dernière chose qu'on vous demande de faire, c'est on vous convoque, la fondation vous convoque dans un bureau assez simple et vous donne des cahiers, comme des cahiers d'écoliers, pratiquement. Et ces cahiers en fait, contiennent les signatures de tous les prix Nobel. Et on vous demande tout simplement de mettre votre signature. Et là, je suis très content d'être avec Marcel, ma femme de 54 ans. Vivre 54 ans avec un physicien, c'est dur, j'imagine. Et voilà, c'est impressionnant. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το... Nous remercions très chaleureusement M. Mourou pour sa conférence extrêmement intéressante. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, qu'elle était très intéressante. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la salle veut poser des questions? J'espère qu'il y en a. Πέρα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στην ανάπτυξη ίσως του λέιζερ? Quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous vous êtes heurté dans le développement de ce laser? Je parlais de sérendipité, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Sérendipité, c'est lorsqu'on cherche quelque chose et on trouve autre chose. Hein. C'est un petit peu ce qui est arrivé. L'idée, c'était de produire des impulsions très courtes et le plus intense possible. Mais je ne pensais pas à de telles intensités. Et c'est à force de travailler sur ces systèmes de laser très courts, etc., je me suis rendu compte que là, on pouvait faire ce genre d'application. On pouvait amplifier d'abord en étirant l'impulsion de façon à diminuer l'intensité, puis après l'amplifier et après la comprimer. Voilà, mais c'est arrivé progressivement. Comme je disais, je n'avais pas l'ambition de faire des lasers aussi intenses. Je travaillais simplement sur des lasers, disons, d'une moyenne intensité, qu'on pourrait appeler comme ça maintenant, moyenne intensité. Et puis, à force de travail, mais je ne cherchais pas à avoir des impulsions ultra intenses comme ce que je vous ai décrit. Je travaillais sur des systèmes pour avoir des intensités, je dirais, encore une fois, intermédiaires. Voilà. Et après, il y a eu ce coup de cet éclair. Et tout de suite, en fait, ce qui s'est passé, j'ai une slide, je ne l'ai pas montrée, mais on est avec moi et ma femme sur un télésiège en train de faire du ski. Et en fait, c'est arrivé sur le télésiège. Vous savez, quand on fait du ski, on est sur le télésiège et pendant toute la descente, bien sûr, c'est la partie la plus intéressante, mais pendant la montée, on ne sait pas très bien, on ne sait pas très quoi faire, on voit le paysage, etc. etc. Bon, j'étais content aussi parce que j'avais ma femme avec moi, mais et là, c'était sur le télésiège, j'ai pensé à cette idée-là. Ce qui fait que je suis arrivé au sommet de la piste, au sommet du télésiège, et j'ai dit à Marcel, il faut que je rentre au laboratoire, parce que j'ai l'idée que je vous ai décrite du CPA. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et donc, on était venus à plusieurs. Donc, Marcel, bien sûr, a pu rentrer avec des amis après. Mais j'ai pris la voiture et puis je suis allé au laboratoire qui était à Rochester, donc 50 km plus loin. Et là, je suis arrivé dans le laboratoire. Il y avait des étudiants encore. J'ai dit, bon, maintenant, arrêtez ce que vous faites immédiatement. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà.
C'est arrivé un peu progressivement, mais pas... Ωραία. Άλλη ερώτηση. Vous avez une autre question? Récemment, il y a eu une extension du laser dans les télécommunications par satellite par le système IDRS, qui est un satellite européen, une avenue européenne de retransmission de données. Vous pensez que cette application aura de l'avenir ou bien c'est quelque chose qui ne va pas... Est-ce qu'on a suffisamment d'argent, par exemple? Qu'en pensez-vous? Une opinion parce que je connais très très peu, enfin bien sûr je connais les communications par satellite, etc. Mais afin d'émettre une opinion sur un projet important comme ça, je n'ai pas d'opinion. Il faut bien voir que le laser pour la communication, c'est complètement différent des lasers à ultra intense. C'est l'inverse, en fait. Parce qu'on a énormément d'impulsions, hein, parce que, bien sûr, si on a énormément de données, on donne beaucoup de données à propager. Donc, ce sont des petites impulsions, mais il y en a énormément. Tandis que là, on a une impulsion. Alors, une impulsion qui va être toutes les millisecondes, mais souvent toutes les secondes, minutes. Donc, c'est complètement différent. Mais chaque bien sûr, chaque application est différente. Et on construit justement, c'est la beauté de ce laser. C'est la versatilité qui est extraordinaire dans le laser. On fait des systèmes qui peuvent véhiculer donc des communications à des taux de répétition, des taux énormes, et qui impliquent forcément des impulsions extrêmement petites et extrêmement nombreuses. Et ça c'est jusque dans mon cas, ou au contraire, ou dans notre cas, parce que j'associe professeur Karambidis, aussi bien professeur Kostas Fodakis, jusque dans l'application du cycle pratiquement unique au kilohertz, ou quelque chose comme ça, une fois par toutes les millisecondes, une fois toutes les 10 secondes. Vous voyez, il y a cette versatilité qui est absolument énorme. Et ce qui bien sûr est la cause de la révolution que le laser a produit pour l'humanité, quoi. Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir ici. Ma question, toutes ces applications, par exemple la thérapie en ophtalmologie ou pour éloigner les débris de l'espace, ou la transmutation, est-ce que cela a été fait au niveau du laboratoire ou bien c'est tout simplement de la théorie et vous imaginez que ça va se réaliser à l'avenir? Est-ce qu'il y en a eu des transmutations à tel niveau? Avec les débris, par exemple? Lorsque on propose une idée, en général, la démarche, c'est donc qu'on propose l'idée, et après, bien sûr, on essaie de la démontrer. Alors, souvent, on la démontre à différentes étapes. On ne la démontre pas
par exemple, dans le cas de la transmutation, ça demande beaucoup d'étapes. Chaque étape, on travaille dessus des mois, des années, etc. pour y arriver. Mais on a ce fil conducteur quand même que l'on suit. Mais ça prend... dans le cas, par exemple, du CPA, entre l'idée et puis, disons, lorsqu'on a commencé à produire les premiers térawatts, il s'est déroulé 3 ans. 3-4 ans. Voilà. Et maintenant, entre le premier térawatt et puis le premier pétawatt, il s'est écoulé une dizaine d'années. Mais en général, on a un plan, on a un fil conducteur exactement avec toutes les étapes qui, justement, qu'on doit franchir. Oui. Shall I say the question in English? Is that easier? That's fine. Okay. So thank you very much for coming. I'd like to ask what you think the prospects of the CPA technique in lasers in basic sciences, and specifically in particle physics. Say we already accelerate particles at high energies, like at CERN. So what could the applications be for a laser particle accelerator? Yeah. This is one of the great applications of lasers. Okay, because right now we know the cost, we know the size of. If you want to go to the next step, right? Not a TeV, but 100 TeV on acceleration physics. You know that it's going to take a system which is 100 kilometers, a tunnel of 100 kilometers. It's really incredible, okay? And going to cost zillions of euros. Donc, il faut justement, c'est une des grandes applications de l'accélération laser, c'est de la possibilité d'accélérer des particules avec des champs d'accélération typiquement 10 000 fois plus importants qu'avec des méthodes conventionnelles. C'est-à-dire qu'avec les méthodes conventionnelles, on a des systèmes qui sont extrêmement grands et si on utilise le laser, et ça, bien sûr, il y a énormément de travaux qui sont faits dans les laboratoires, parce que je ne suis pas le seul à le penser. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'effectivement, on peut pas. Je crois que l'accélérateur qu'on construit, ça sera le dernier accélérateur. Il va falloir passer à autre chose. Et je pense que le candidat, ce sera l'accélération laser. Parce qu'on pourra faire donc on pourra, avec la même taille du système, on pourra accélérer les particules jusqu'à des 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux. Bonsoir, merci beaucoup de votre présence ici ce soir à Athènes. Je voudrais vous demander quel est votre avis au sujet du financement de la recherche à notre époque, étant donné qu'il y a une discrimination entre recherche de base et recherche appliquée. La recherche appliquée, la seconde, drainant un plus grand financement, tandis que la recherche de base, elle est un petit peu la victime de cette situation. Je voudrais votre avis au sujet de cette discrimination et au sujet du financement dans ces deux cas. Je vous remercie. Oui, ça, c'est bien sûr, c'est une question très, très délicate, bien sûr. La recherche de base, elle est extrêmement importante.
et elle ne coûte pas forcément très cher. Quand je vois personnellement mon expérience, c'est que, par exemple, le premier CPA qu'on a fait au millijoule Levon, ça coûtait pratiquement rien. Après, il a fallu augmenter l'énergie, la puissance, etc. Et c'est là où ça commençait à coûter très cher. Mais la recherche de base elle-même, elle était, ça coûtait pas très bien, c'est très cher. Et c'était normal, quoi, je veux dire. C'est normal. Il faut déjà démontrer sur le papier et puis par des expériences de laboratoire ce qu'on peut faire. Moi, c'est le budget, je pense qu'on ne peut pas dire budget, recherche de base, il n'y a pas de rapport. Vous savez, pensez à Michael Faraday, qui a démontré l'électrodynamisme avec un fil de cuivre et un petit peu de tissu pour isolant. Voilà, c'est avec rien. Mais après les applications ont beaucoup coûté, mais ont beaucoup donné quand même. C'est difficile, je pense, de classifier les... peut-être dangereux de classifier. C'est pas parce qu'on donne beaucoup d'argent. Je pense pas qu'il y ait une corrélation entre, en recherche de base, si on donne beaucoup d'argent, je pense que ça ne suffit pas. Bonsoir, je suis là derrière. Je voudrais poser la question suivante. Comment vous avez commencé? Pourquoi vous avez eu envie de travailler avec le laser? Ça s'est passé quand vous étiez étudiant? C'était où le point de départ? La chance. Finalement, le laser, comme je l'ai dit, 1960. Okay, moi, j'ai commencé à faire la recherche en 67. En 67. Donc, le laser était vraiment tout neuf. Enfin, il faut aller voir. Enfin, quand je dis neuf, c'est vraiment... c'était rudimentaire, quoi. C'était l'âge de pierre, je dirais, par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et, mais tout de suite, j'ai été séduit par ce problème de cohérence. J'ai été séduit par ce nouveau type de source qui nous permettait d'avoir de la lumière cohérente beaucoup mieux que n'importe quelle autre source, etc. Non, tout de suite, j'ai vu les applications. Mais à mon niveau, je n'étais qu'un étudiant à l'époque. Et après, bien sûr, je n'ai pas vu toutes les applications qu'il y a maintenant, qui sont énormes. Mais le fait de produire des effets, ce qu'on appelle des effets non linéaires, c'est-à-dire que la lumière, maintenant, lorsqu'elle traverse des matériaux, jusqu'à présent, elle se comportait de façon normale, classique, enfin quelque chose comme ça. Et puis après, si on augmente le champ du laser, si la lumière eh bien, on obtient ce qu'on appelle des effets non linéaires, et choses. Ça m'a absolument fasciné. Donc, je dois dire que je n'ai pas choisi. Hein. C'est ce domaine qui m'a choisi. Hein. C'est vraiment... j'étais fasciné, et je le suis toujours. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez montré une diapositive qui portait, si j'ai bien compris, sur la fission nucléaire. Je voudrais vous demander comment pourrions-nous voir cette technologie appliquée à la fission nucléaire?
La fission nucléaire, c'est quelque chose d'extrêmement bien connu. Hein, ça, il y a 70% de notre énergie en France est produite par la fission nucléaire. Vous avez des fissions ou fusions? Fusion. Ah, fusion. Ah, pardon. Alors là, je reviens de... Non, c'est extrêmement difficile. Je crois que les gens qui font la fusion savent exactement ce qu'il faut faire. Et c'est difficile, c'est très difficile. J'espère qu'ils y arriveront. C'est pour ça que je m'occupe plutôt de la fission, parce que la fission, c'est l'opposé. C'est quelque chose d'extrêmement connu, qui fonctionne, qui marche. Et donc, avec le laser, avec ce qu'on sait faire avec le laser sur l'accélération de particules, etc., je crois qu'on va faire un nouveau type, comme j'ai essayé de le décrire, un nouveau type de fission qui nous produit donc de l'énergie, parce qu'on peut utiliser non seulement l'uranium, on peut utiliser aussi le thorium, comme je disais, le thorium qui est extrêmement abondant, et d'une certaine façon avec le laser. Et ça, j'y crois beaucoup. Voilà. Mais la fusion, c'est vraiment trop difficile pour une personne. C'est pour ça qu'il faut des projets comme ITER, hein, qui coûtent 30 milliards ou plus de dollars ou d'euros, et qui impliquent énormément de personnes et de technologies. Excusez-moi, je voudrais poursuivre la question de la personne. Tu ne parles pas du tout de fast ignition. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'a fasciné, mais qui est très difficile à réaliser. Alors, le fast ignition, c'est, bon, pour bien sûr les gens qui ne connaissent pas, quand on fait la fusion, c'est, on prend des matériaux, de thorium, tritium, donc très, très légers, c'est les premiers éléments de la table, et on essaie de les comprimer, de faire ce qui se passe dans le Soleil, hein, pour de petits éléments en faire un plus gros, et ceci par fusion, et ceci se traduit par un dégagement d'énergie absolument énorme. Et c'est très difficile à faire. Très, très difficile à faire. Alors, pour le fast ignition, on a pensé que c'était un peu comme pour le moteur diesel par rapport au moteur d'implosion. Hein. Le moteur classique, conventionnel, qu'est-ce qu'il y a? On injecte donc le fuel dans le piston, hein, dans le cylindre, pardon, du piston, et après on comprime ce fuel, qui est un gaz, hein, qui est sous forme de gaz, et on le comprime jusqu'à ce qu'il se ignite, ok, lui-même, il explose lui-même. Alors, mais il faut comprimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est la façon dont, par exemple, le diesel fonctionne comme ça. Hein. On comprime, en compression, etc. Et il faut comprimer énormément pour avoir l'ignition. C'est pour ça qu'après, on a utilisé la bougie. Hein, on a utilisé la bougie pour qu'on n'ait pas à comprimer autant. Et donc, on utilise la bougie, on comprime jusqu'à un certain niveau, et après, la bougie, on crée cette petite étincelle qui produit l'explosion. Alors, pour la fusion, donc, je vous dis, il faut comprimer le fuel, mais la compression,
le fuel, donc, il faut comprimer à 1000 fois la densité liquide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, hein. 1000 fois la densité équilibre, sans qu'il y ait ça doit être uniforme, sans créer de non-uniformité. Hein. Alors, les gens se sont dit, surtout avec le laser CPA, alors on n'a qu'à, maintenant, on va faire comme pour le diesel, on va comprimer, et puis après, une fois que le faisceau, le fuel est bien comprimé, eh bien, on va envoyer une impulsion de type CPA, et on va donc faire, on va initier allumer le mélange. Voilà. Mais c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce que avec les impulsions qui compriment le fuel. Hein? En comprimant le fuel, on crée un plasma important. Et donc, c'est très difficile ensuite pour l'impulsion donc, qui veut faire l'ignition de passer à travers ce plasma. Et ça, c'est très difficile. Et ça, on a essayé des tas de choses. Enfin, les gens ont essayé des choses, espèce d'entonnoir pour... enfin, rien n'a vraiment fonctionné. Voilà. Μία άλλη ερώτηση. Une autre question. Une question personnelle et difficile. Quels sont les sentiments d'un nobeliste sur l'utilisation potentielle de son œuvre pour des applications militaires? Je dis potentiel parce que moi, personnellement, je ne sais pas jusqu'à quel degré les lasers s'intègrent sur la technologie militaire. Merci. Je suis content que vous posiez cette question. Alors, on me pose toujours la question parce qu'on se dit, bah oui, on produit cette puissance faramineuse, pétawatts, etc. Mais militairement, ça doit ça doit exciter les militaires. Il se trouve que les applications militaires, des impulsions, de ce type d'impulsion, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. C'est pas celle qu'on imagine, quoi. Parce que, oui, on peut produire des puissances absolument considérables, ça c'est vrai, pendant un temps très bref. Avec un très très peu d'énergie, ces impulsions ont très peu d'énergie et on produit la puissance parce qu'on les produit pendant un temps très très bref. Mais si vous voulez, comme les militaires veulent le faire, détruire quelque chose, faire exploser quelque chose, il faut beaucoup d'énergie. Donc, ces impulsions dont je parle, comme j'ai dit au départ, elles ont peu d'énergie, très peu. Là où on joue, c'est sur le temps. Et il n'y a effectivement pas de... Et c'est avec le temps, c'est parce qu'on est capable de produire un joule en un millionième de milliardième de seconde. Mais ce joule lui-même, il ne fera rien. Il va élever la température. Vous savez qu'un joule, la définition d'un joule, si on élève la température d'1 centimètre cube, d'1 degré. 1 degré. Donc, c'est rien. Donc, je suis très content de cette situation parce que je n'aime pas trop les applications destructives. Et voilà. Καλησπέρα. Bonsoir, merci de votre présentation. Je suis étudiante en biologie. Quelles sont les applications du laser et de l'optique dans les sciences de la vie, en biologie en plus particulièrement?
Je vous remercie. Je ne suis pas du tout biologiste, mais je sais qu'il y en a énormément. Je sais qu'il y en a énormément parce que le laser a cette souplesse. Vraiment, on peut produire les longueurs d'onde que l'on veut. On peut, dans le domaine X, etc. Donc, il y a une telle latitude maintenant, la palette du physicien maintenant est enrichie énormément avec le laser. Donc, je peux pas, j'ai pas d'exemple vraiment précis à vous dire, mais je sais qu'il y a énormément de lasers qui circulent en chimie et en biologie, etc., en biochimie, etc. Mais je ne suis pas capable de discuter les applications. Τελευταία ερώτηση. Χορτάσαμε. Bonsoir. J'aimerais vous poser une question par rapport à l'énergie nucléaire. C'est ce chapitre qui m'intéresse. Est-ce que cela pourrait apporter une solution viable face à la crise énergétique que nous traversons? Et si oui, que pourrait faire la communauté scientifique pour lever les préjudices, pour limiter les risques? Dans ce qui m'intéresse le plus, ou ce qui intéresse la communauté, je dirais pas toute la communauté, mais actuellement, on sait qu'on va dans un mur avec le laser, pas avec le laser, mais avec notre façon donc de vivre et nos besoins en énergie. On n'a pas, actuellement, on ne sait pas produire de l'énergie qui soit propre et qui soit sans danger. OK? On ne le sait pas. Donc, actuellement, c'est pour ça que j'ai présenté ici des applications possibles où on peut produire, parce que à mon avis, l'énergie dont on a besoin doit être nucléaire. Parce que le nucléaire, bon, bien sûr, ça ne produit pas de CO2. Et il y a énormément d'énergie. C'est pour ça que j'évoque le cas du thorium, hein, mais l'uranium, bien sûr, est important. Mais avec le thorium, il y en a pour des 20 000 ans, pour subvenir aux besoins de 10 milliards de personnes. C'est énorme. Okay? Donc, je crois beaucoup dans le nucléaire, mais il faut que ça soit un nucléaire, bien sûr, qui soit inoffensif et qui soit qu'on puisse offrir, quoi, vraiment. Donc, et donc dans ce que j'ai raconté, là, le laser donc, pourrait nous produire les protons. Avec ces protons, on peut faire nos neutrons. Et avec ces neutrons, eh bien, on peut faire de la fission. Voilà. Et bon, maintenant, il y a des réacteurs, le nombre de réacteurs, de types de réacteurs, il y en a énormément. Maintenant, il faut choisir, il faut travailler autour de ça. Voilà. Enfin, c'est ce que je pousse actuellement, c'est de travailler autour de l'application des impulsions ultra brèves pour faire de la fission. Et de la fission dans le thorium. Mais aussi l'utiliser pour la transmutation des déchets qu'on a déjà, les millions de tonnes de déchets qui ont été déjà créés. En terminant, je voudrais remercier encore une fois Gérard Mourou pour cette si belle soirée qu'il vient de nous offrir. On a appris des tas de choses très intéressantes. La preuve, c'est le nombre de questions qu'on a eues après la fin de sa conférence. Et je voudrais vous remercier tous
d'être venu ce soir pour assister à cet événement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nos deux partenaires, l'Académie d'Athènes et la Fondation pour la recherche Forth, qui se sont associés à ce bel événement. Excellente soirée à toutes et à tous.